Le but de cette formation, c'est que vous puissiez mettre à profit ce que vous avez appris avec les métaballs, également avec MoGraph, qui va nous servir à dupliquer toutes ces sphères qui se blobent les unes dans les autres. J'ai préféré garder pour cette formation aussi un aspect un petit peu expérimentation, dans le sens que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire au début et à quoi ça allait ressembler. Donc il y a des bonnes pistes, il y a des moins bonnes pistes, mais vous verrez un petit peu comme ça le process un peu work in progress. Alors pour commencer, je vais me prendre une sphère, un cloneur, mettre ma sphère dans mon cloneur. Et puis, je vais essayer d'en faire un objet un peu intéressant. Pour ça, je vais me mettre en mode radial, augmenter les rayons, et puis mettre quelques sphères comme ça. Alors, on a de la peine à s'imaginer comment ce sera une fois que ce sera dans un métaball. Là, on pourrait s'en faire un ici juste pour pouvoir tester, et puis l'enlever comme ça quand on n'en a plus besoin. Là, on a une espèce de donut comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre par-dessus le cloneur. Je vais cloner le cloneur, en fait. Je vais mettre un cloneur par-dessus. Alors, hop, là, je le mets comme ça. Je le mets dedans. Alors il me fait une espèce de super donut parce que le cloneur du haut il clone par grille, mais je vais aussi le mettre en radial, celui-ci. Par contre sur un autre axe, comme celui-ci, je vais augmenter les rayons. Voilà ce qui se passe. Là on voit bien comment ça fonctionne, hein. C'est que chaque donut du coup est dupliqué un petit peu de cette manière. Ça me plaît pas forcément, là je vais l'agrandir encore, peut-être changer un petit peu le rayon comme ça. Je vais jouer avec dans les métaballs ici, voilà, avec ce qu'ils appellent la valeur de coque, hein, pour pouvoir avoir une forme un petit peu plus complexe de ce type-là. Ok, et puis maintenant, on va rajouter un petit peu pour le rendre vivant, des effets de randomisation animés sur chacun des cloneurs. Alors, effecteur randomisation, j'avais sélectionné avant, donc comme ça on voit que là il est affecté. Je vais dans effecteur et je vais lui mettre ici une randomisation qui soit animée, hein. Si je fais ça, voilà, on voit que là il a déjà l'air un peu plus vivant qu'avant, c'est pas mal. Je pourrais l'augmenter un petit peu. Donc là, c'est vraiment chacune des petites boules, hein, qui se déplacent à cette vitesse. Si maintenant, je vais dans paramètres, puis que j'augmente un petit peu la marge de liberté qu'elles ont, logiquement, elles doivent bouger davantage, pas plus vite, mais en tout cas sur plus d'amplitude, on va dire. Là, ça marche assez bien. Et puis maintenant, chacun des donuts qui est multiplié ici 6 fois, en fait, eux, ils bougent pas en fait entre eux. Donc, je vais sélectionner mon cloneur, remettre un effecteur randomisation, et puis, voilà, on va aussi le mettre sur animé, voilà. Et puis cette fois-ci, on pourrait essayer de travailler non pas la position, mais la rotation de ceux-ci. Voyons voir ce que ça va donner. Si on fait ça, ouais, c'est pas mal, ça, c'est drôle. Je sais pas si ça va vraiment faire ce que j'ai envie de faire là, mais l'effet est pas mal. Essayons l'autre pour voir, l'autre axe. Ouais, là c'est moins intéressant parce qu'il tourne sur lui-même selon cet axe-là. Donc ça on annule. Et puis finalement sur cet axe ici, si vous voyez jusqu'à 90 degrés, et ça c'est pas mal. Ça fait vraiment assez organique et intéressant. C'est peut-être un poil trop. Si je revenais à ça... Ouais, ça c'est assez bien. Ça c'est assez bien. Ok, alors maintenant, là on a terminé une étape. On va maintenant passer à la suite en essayant de faire une matrice de points, de sphères, dans laquelle l'objet va se déplacer. Pour ça, je vais recréer une sphère, et puis je vais la recloner. Hop, hop. Cette fois-ci, je vais la laisser en mode gris. Je vais me regarder un petit peu par-dessus comme ça. Je pourrais d'ailleurs supprimer ce que j'ai fait ici pour voir plus clair ici. Et puis, je vais espacer davantage mes sphères. Mettons ici 600, et je vais mettre la même chose ici sur cet axe. Et puis là, on va s'en mettre, là c'est trop, hein, quand même. Mettons-en, je sais pas moi, une quinzaine par une quinzaine. Ce sera peut-être trop, on verra. Voilà, pour avoir une espèce de grille quand on la regardera comme ça depuis en dessus. Je fais apparaître mon espèce d'objet ici, comme ça. Ok, et puis ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est considérer toutes ces sphères comme faisant partie des métaballs. Donc je les glisse dedans. Voilà, et puis on voit que ça a changé un petit peu ma forme, mais n'empêche que les sphères ici, elles se bloquent bel et bien, hein. C'est-à-dire que si maintenant je prends mon objet comme ça, on voit qu'en se déplaçant, eh ben, les sphères l'absorbent comme ça, hein. Donc ça c'est pas mal. On va se dire que ça nous suffit pour l'instant, là on voit pas grand chose de plus. Peut-être ce que j'aimerais bien, c'est essayer ici de rotationner mon objet. Je trouve qu'il avait l'air plus intéressant de ce côté.
je vais le rotationner 90 degrés pile, j'appuie sur majuscule pour le snapper, 90 degrés, voilà. Ok, et puis là c'est pas mal, je vais quand même essayer, je me mets ici de profil, de le relever parce qu'on voit qu'il est vraiment pile, il était pile à la moitié en fait. Si je fais comme ça, j'ai l'impression qu'il y aura plus de volume et ce sera plus intéressant quand je vais l'éclairer, j'imagine, on verra quoi. Ok, donc ça c'est pas mal. Maintenant ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est qu'il s'anime tout seul sans que j'ai besoin de mettre des clés, juste en animant sa position. Pour ça je vais appliquer non pas un effecteur randomisation, mais un tag en fait sur mon cloneur de cloneur, qui est vraiment cet objet là. Je l'ai sélectionné et j'ai ici vibration. Là j'ai mis ce tag là. Comment est-ce qu'il fonctionne? Un petit peu à la manière, c'est vrai, des effecteurs randomisation, mais on a ici modifié la position, l'échelle et la rotation. Rien n'est activé. Je vais mettre ici position activée et puis je désactive juste les métaboles que ce soit un petit peu plus léger pour voir ce qui va se passer. Et si je clique sur play, alors voilà, on voit pas grand chose pour l'instant parce que 100 c'est pas assez. Si je mets ici 10 fois plus, 1000, et ici 1000, voilà, on voit qu'il commence maintenant à bouger un petit peu aléatoirement sur une distance de ce type là, qui est de loin pas assez grande. Si je mettais maintenant 6000 par 6000, là il commence à bouger dans toute la périphérie, trop vite par contre. Là vraiment moi j'ai envie qu'on ait eu le temps de voir ce qui se passe quand il y aura les métaboles, donc je vais ralentir sa vitesse ici, 0,2, c'est peut-être pas mal. Il faut que je vois maintenant avec les métaboles comment ça répond. Bon évidemment c'est difficile de se rendre compte, là on n'est pas en vraie vitesse, il va falloir peut-être que je lance un vrai rendu pour voir. En attendant, c'est peut-être pas mal. Par contre, 90 frames, c'est pas assez de loin pour pouvoir voir toute ma séquence. Je vais mettre ici 300 frames, de manière à ce que mon objet il puisse vraiment se déplacer dans toute la zone. Ici, c'est pas vraiment le cas d'ailleurs, un petit peu par malchance. Peut-être qu'ici, ce que je peux faire, c'est changer la source. La source, c'est le hasard, si on veut, puisque c'est du random. Donc là j'ai un autre hasard, si on peut dire ça comme ça. Il faut se rappeler qu'en informatique le hasard n'existe pas, donc on peut que changer de type de hasard. Puis là c'est plus centré, donc ça me convient un petit peu mieux, quoi. Maintenant ce que je vais encore faire, j'aimerais bien qu'il tourne sur lui-même en fait, mais si je mets ici ce sera le même, avec les mêmes valeurs. Donc je crois que je préfère encore lui mettre un deuxième tag de vibration qui lui va modifier que la rotation. Alors je ne sais pas si ça va être le bon axe. De nouveau j'enlève les métaboles pour que ce soit plus rapide. Ouais, là aussi d'ailleurs au passage je pourrais réaugmenter ici la valeur de subdivision. Je pourrais mettre 80, peut-être même encore davantage, 120 mettons, comme ça sera beaucoup plus léger pour lui à calculer. Voilà, puis là on est de nouveau en temps réel à peu près. J'aurais dû le faire plus tôt. Maintenant je me mets sur le deuxième tag que j'avais ici. Non, le premier, pardon, il l'a mis de ce côté. Donc le premier tag ici qui va être pour la rotation. On voit qu'il se passe pas grand chose. Est-ce que c'est peut-être pas le bon axe? Je vais augmenter pour être sûr. Ouais, déjà c'est trop rapide. Je vais lui aussi le mettre sur 0,2. Et c'est peut-être pas le bon axe. Là j'y vais un petit peu au bol. 90 ici pour voir. Ouais. Et puis là il tourne sur lui-même comme ça. Tac, voilà, là c'est plus intéressant. Là il commence maintenant à vraiment bouger un petit peu en 3D. On commence presque à voir un petit peu les trous ici. Donc ça c'est pas mal. Et puis je pense que quand on remettra ici une valeur un peu plus raisonnable comme ça, ce sera peut-être plus intéressant. Ouais, voilà. Ouais, quoique ici on voit pas assez les trous. Donc de nouveau la valeur de coque, là je vais un petit peu l'augmenter pour qu'on en voit, la voit un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Je clique sur play. Voilà, là ça devient un petit peu meilleur. Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une matière en fait à cette scène et à cet objet, que ça ait un meilleur aspect. Alors je vais ici dans les matières, je double-clique, je vais déjà mettre directement sur la métabole ma matière. Et puis je vais réfléchir à une matière particulière. Moi j'ai assez envie d'essayer d'utiliser du subsurface scattering en fait, donc la diffusion sous-surfacique. Vous vous souvenez, c'est le fait que la lumière diffuse en fait à l'intérieur de l'objet lui-même en fait. C'est un algorithme qui a été inventé par Pixar en fait, qui permet d'obtenir comme ici avec l'oreille ou le nez ici, ou même le fromage, un effet de lumière qui est vraiment
qui se diffuse à l'intérieur de l'objet lui-même, hein. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est assez facile à faire dans ces 4D en fait. Pour ça, je vais tout supprimer, tous les canaux de ma matière. Je vais juste activer luminescence et mettre ici dans effet la diffusion sous-surfacique. Ce qu'il en anglais c'est subsurface scattering, donc plus bas dans la liste, hein. Diffusion sous-surfacique, voilà, ça apparaît ici. Alors à partir de là, c'est un algorithme qui est impossible à calculer en temps réel ici. Donc je vais faire ici Alt-R pour avoir un rendu en direct, un rendu interactif. Et puis comme ça, je verrai immédiatement ce que je vais faire, hein. Donc luminescence, diffusion sous-surfacique, je clique pour accéder à l'intérieur aux paramètres. Là, pour l'instant, ce qui va se passer va pas être très intéressant parce que j'ai pas de lumière à contre-jour. Si je reprends ici mes images Ratatouille, en fait, ça marchait bien parce que j'avais une lumière forte derrière l'oreille de Ratatouille. Là, c'est ça qu'on veut aussi pareil. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais me créer une lumière. Je vais rapidement la positionner un petit peu par dessous, comme ça. Revenir ici, et puis là, ça va devenir un peu plus intéressant. Pour l'instant, ici, les paramètres ne sont pas très bien réglés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais me rapprocher un petit peu, voilà, qu'on puisse mieux voir un petit peu les détails. Voilà, comme ça. Alors, première chose ici, je vais régler la couleur de mon blob. Là, admettons que j'aimerais qu'il soit vert. Voilà, là, on voit un petit peu mieux comment ça se passe. Mais n'empêche que la lumière ici, vraiment, elle perd beaucoup trop vite de luminosité, justement. Donc ici, longueur de trajectoire, je vais essayer d'augmenter un petit peu. On voit au passage que ça lui demande pas mal de ressources, hein, en termes de calcul, c'est assez violent, quoi. Voilà, là en augmentant, on comprend bien maintenant qu'à l'intérieur, il y a des zones où il y a plus de matière, puis des zones où il y a moins de matière, et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Je pourrais très bien garder comme ça. Au passage, là je suis quoi? Je suis à 38, hein. Si j'augmentais encore davantage, au bout d'un moment, ça va devenir, là ça va encore, mais si je mettais encore plus, ça va devenir extrêmement lumineux, donc tout plat, et au bout d'un moment on perd le volume et sa qualité un peu, et on perd le sens d'avoir du subsurface scattering. Donc en fait, je vais garder l'élément comme ça. Et puis, on va dire que ça fonctionne. Je vais juste, pour que ce soit plus rapide, aller ici dans multiples. Je vais baisser le nombre d'échantillons à 30, augmenter un peu ici le lissage. Alors, je vous passe les détails, mais ça optimise un peu. Le calcul est plus rapide et la qualité reste relativement correcte. Là, de toute façon, je ne peux vraiment pas juger de la qualité parce que c'est vraiment très pauvre vu que c'est un rendu rapide. Je pourrais augmenter ici un petit peu le slider juste pour que le rendu soit de meilleure qualité, mais au bout d'un moment, j'aurais presque intérêt à faire ici un vrai rendu. Voilà, le rendu prend un petit peu de temps, mais n'empêche que là, on a quelque chose de bien. Par contre, on a encore ici quelque chose de très anguleux. Vous vous souvenez, c'est parce que dans les métaballs, j'ai ici mes subdivisions de vue qui sont relativement élevées, donc vraiment c'est ici très pauvre. Par contre, imaginez la différence entre 87 et 5 cm. Si maintenant je fais un vrai rendu, alors il va y avoir pas mal de temps de préparation avant, parce qu'il doit maintenant convertir toutes ces sphères comme ça en polygones. Il doit y avoir vraiment une grande quantité de polygones. Et après, il va me la calculer nickel. Au passage, on verra certainement que 5, c'est beaucoup trop petit, c'est un peu du gaspillage si on veut. Là, je vais accélérer pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre tout ce temps. Voilà, on voit que le rendu lui-même se fait relativement rapidement une fois que la préparation est faite. Et puis les sphères sont des sphères, vraiment, là, il n'y a aucun souci. Mais je pense que, comme je viens de le dire, je pourrais ici mettre facilement 20 comme rendu. Tiens, je fais juste un petit test pour voir la différence en termes de préparation. Voilà, ça le fait direct, hein. Vous voyez vraiment le truc. Et là, on a zéro différence parce qu'on est finalement assez loin des sphères. Donc ce serait vraiment du gaspillage de temps si on laisse ça comme avant, hein. Ok. Donc maintenant, on a ici une matière qui fonctionne pas mal. J'aurais dû laisser ici le preview. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un espèce de petit reflet dessus. Je trouve que ça manquait un petit peu. Donc, je vais prendre mon matériau. Je pourrais très bien mettre de la réflexion ici. On va voir d'ailleurs ce que ça fait si maintenant je me refais un rendu. Comme il est vite fait là, je fais un rendu complet. Bon, on voit pas tellement de réflexion en fait. La seule qu'on voit, c'est le petit truc blanc ici, qui est peut-être pas si mal que ça, hein, mais ça c'est ce qu'on appelle le spéculaire. C'est la lumière blanche qui est derrière notre scène qui se reflète légèrement en fait. Mais on ne peut pas vraiment compter sur ça pour donner un espèce d'effet de reflet là-dessus. Donc si je voulais faire un vrai reflet, je pourrais rajouter ici un calque à ma réflexion, par exemple un calque Beckman ici. Là je peux baisser un petit peu
le pourcentage pour qu'on voit quand même le vert du blob, mais qu'on ait des reflets. Mais attention, ici, le reflet, il reflète une espèce d'image extérieure. Nous, si je fais une vraie image ici, bah, en fait, ce qui va se refléter, c'est le noir intersidéral qui est autour, finalement. Donc, on aura peut-être quelque chose de pas si bien que ça. Bon, franchement, je suis plutôt surpris en bien. C'est pas si mal, en fait. Il y a des espèces d'effets là-dessus qui sont assez bien. Et peut-être que même les sphères vont après se refléter dedans. Non, c'est assez bien. Je vous montre quand même encore la troisième chose que je vais rajouter, que j'aurais imaginé qui donnerait mieux toute seule. En fait, c'est l'environnement. Si je l'active, l'environnement, ce qu'il va vouloir, c'est une image. Et là, je vais me télécharger une image HDRI. Alors, ce ne sera pas une vraie image HDRI pour ceux qui connaissent, mais simplement une image à 360 comme ça. Là, ce sera du JPEG simplement. Et puis, je vais prendre n'importe quelle image, prenons celle-ci, franchement, un petit peu au bol. 1500 x 750, c'est pas mal. Je vais enregistrer l'image. Je reviens ici, je vais la prendre. Voilà, hop. Et puis en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va projeter cette image par là-dessus, mais surtout, ça va être très très léger en calcul. Donc ça, c'est pas mal. Et là aussi, je vais baisser un petit peu le pourcentage. Je vais réactiver avec Alt-R le rendu interactif. Voilà, donc là, on voit que ça donne pas bien du tout parce qu'en fait, mon ciel bleu du haut, il se reflète tellement bleu. Je vais essayer de baisser l'opacité, voir s'il y a tout petit peu pour être pas mal quand même. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des très très faibles valeurs là que ça pourrait avoir un petit intérêt. Ça bleuit un petit peu le vert, ça c'est pas mal. J'essaie toujours de dépasser un peu la limite, d'aller toujours sur un petit peu trop fort pour revenir plutôt après. Quand on n'a pas dépassé la limite, on ne sait jamais trop si c'est mieux ou pas. Mais là c'est pas mal, on prend presque même les reflets pour des transparences. Ça je trouve assez intéressant finalement ce qui se passe. Ok. À ce niveau-là, c'est pas mal. Je crois que je vais déjà faire un pré-rendu pour voir un petit peu où ça en est. Alors, je vais régler mes paramètres de rendu ici, avant de le faire. 1280-720, je trouve que c'est pas assez. Là, je verrouille, je vais me mettre en 1920, du coup par 1080 pour être en Full HD. 25 images par seconde. Et puis là, il faut toujours faire gaffe dans ces 4D, il calcule une seule image fixe, en fait, par défaut, contrairement à After. Donc, bien lui dire que c'est une séquence. Je vais après lui dire où j'aimerais le sauver. Rendu blob, voilà, je vais dedans et puis je l'appelle blob. Voilà, enregistré. Je laisse tout ça tel quel. Anti-aliasing, je devrais mettre ici sur au mieux, mais comme c'est un pré-test, je vais laisser comme ça, sinon il y en aura vraiment pour des heures. Je vais mettre ni occlusion ambiante, ni illumination globale. Laissez ça comme ça et lancer le calcul et je vous retrouve après. Voilà, donc là il y a quelques minutes qui sont passées, une dizaine de minutes environ. J'ai réussi à calculer la 32-33 frames. Ça me permet déjà de pouvoir mettre une petite critique là-dessus. Je trouve que les sphères ici se blobent vraiment de loin pas assez. Et puis je trouve aussi que l'animation de cet élément-là est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop nerveux en fait. Je pense que c'est les rotations que j'ai mises qui sont trop nerveuses. Donc là je vais couper le rendu et puis revenir ici. Je fais Alt-R pour supprimer ça. Et on va attaquer ces modifications. La première chose, je vais prendre mon groupe de cloneurs et puis j'avais fait le pari que plus je mettais en haut, plus ce serait intéressant. Je pense qu'en fait c'est complètement faux, c'est le contraire. Si je mets un peu plus en bas, peut-être un petit peu moins, peut-être comme ça, je regarde ici ce qui se passe là, et que je refais Alt-R quand même pour voir comment ça peut se passer. Voilà, là en tout cas on sent beaucoup mieux comment ça se blobe à l'intérieur. Si je regarde un petit peu ailleurs dans le temps, ouais, ça va être vraiment meilleur de cette manière-là. Donc ça, c'est assez bien. Et puis maintenant, on va modifier notre tag ici de vibration qui était sur la rotation. On a ici une fréquence à 0,2, pourtant c'est faible. Je vais essayer ici 0,05 pour voir si c'est meilleur. Ouais, là c'est pas mal. Ça fait plus ces espèces de grands effets. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est que j'ai l'impression, quand l'objet se déplace, qu'en fait, les sphères ici, elles sont vraiment beaucoup trop fixes. Il n'y a que celles qui sont tout près qui bougent. Moi, j'aimerais simuler le fait qu'en fait, il y a un espèce de rayon comme ça, puis que dans ce rayon qui suivent l'objet, les boules ici se mettent un petit peu à bouger de manière désorganisée. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire... avec ce cloneur là qui est responsable de toutes ces boules, je vais me refaire ici
un effecteur randomisation qui va ici randomiser toutes mes sphères en même temps. De nouveau, je vais l'animer ici comme ça, je vais mettre un bruit. Donc si je fais ça maintenant, toutes les sphères bougent. Je vais aller dans paramètres. Admettons que j'aimerais pas que ce soit sur la hauteur, mais que j'aimerais que ce soit par contre sur les deux axes comme ça. Voilà. Mais bien sûr qu'ici, tout le monde bouge en fait, tous les éléments. C'est d'ailleurs pas si mal, hein, mais j'ai quand même envie de suivre ce que je voulais faire, hein, que ce soit avec un rayon particulier. Peut-être aussi ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on augmente la vitesse. Là, cette fois-ci, je vais mettre, je sais pas, 200 pour voir comment ça donne. Ouais, c'est pas mal, comme ça c'est un peu plus agité. Mais encore une fois, ça fait ça partout. Moi, c'est pas ce que je veux. Alors, vous vous souvenez peut-être que les effecteurs, on peut les limiter grâce au champ. Donc là, j'ai sélectionné mon effecteur. Je prends maintenant ici un champ sphérique. Et puis, j'ai ici une sphère qui apparaît avec deux poignées que je peux augmenter. Hein. C'est vraiment une sphère comme ça. Et puis il faut vraiment se souvenir que les deux sphères fonctionnent comme ça, c'est que dans la grande sphère indique le tout début de mon effet randomisation du coup, et à l'intérieur de la petite sphère, c'est quand l'effet sera maximum. Donc là, les boules vont vraiment bouger beaucoup, beaucoup. Hein. Donc faisons comme ça, que la petite boule ait la taille à peu près de mon objet. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon champ pour qu'il soit vraiment centré ici à peu près au milieu de mon objet, hein, comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Peut-être même je peux le descendre, je sais pas si ça a du sens, mais voilà, pour qu'on soit vraiment à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce champ, il bouge comme ce cloneur-là. Le problème, c'est que si je le mets maintenant comme enfant, alors ok, il va bouger comme le cloneur, mais il va aussi se faire cloner le champ. Puis ça va pas aller, il faut qu'il n'y ait qu'un seul champ. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un objet nul. Je vais le faire maintenant. L'objet nul aussi, je vais le mettre au même endroit, hein, à peu près, là on n'est pas à 2 pixels, hein, je vais le mettre comme ça ici, et puis je vais le mettre dans ma métaball. Je vais mettre mon cloneur enfant de cette métaball, d'accord. Puis maintenant, vous vous souvenez que ces deux tags de vibration, c'est eux qui faisaient bouger tout mon gros objet là, cloneur. Ben, en fait maintenant, je vais déléguer ça à un autre qui est plus haut. Ok, donc jusqu'à maintenant, si je clique sur Play, normalement il doit se passer exactement la même chose, c'est le cas, hein. Si je reclique là-dessus pour mieux voir, il n'y a vraiment pas il n'y a aucune différence avec avant. Par contre, l'intérêt c'est que maintenant le champ, si je le mets ici en dessous du neutre, en fait il est maintenant frère et sœur, si on peut dire, avec le cloneur. Donc le champ, il va bouger avec. Voilà, là on le voit qu'il bouge. Alors il est plus au bon endroit, hein. Là je ne sais pas pourquoi j'ai dû bouger quand je l'ai positionné. Je vais le remettre maintenant un petit peu à la main, qu'il soit vraiment centré sur mon objet. Voilà, je pense que là comme ça c'est pas mal. Et puis je clique sur Play pour voir. Et ouais, j'aurais dû cliquer sur celui-ci, voilà. Voilà, puis là maintenant on voit que ça bouge. Je vais me mettre en plus grand. Et puis on voit que ça le fait pas mal en fait ici, hein. Les sphères qui sont ici commencent à bouger un petit peu plus. Ça pourrait le faire davantage. Là peut-être que je pourrais reprendre ma randomisation, puis de nouveau augmenter la vitesse, que ce soit vraiment nerveux, hein. Je vais mettre 400 juste pour de nouveau essayer de mettre trop fort pour voir comment ça donne. Ouais, là c'est vraiment un petit peu meilleur. Et puis mon champ, je trouvais pas assez grand. Il faut juste que je mette sur pause pour rechoper mes points ici. Voilà, genre comme ça et comme ça. Voilà, là c'est pas mal, hein. On a des points fixes. Puis ici par contre ça bouge un peu plus. Ça le rend un peu électrique en fait. Ça c'est pas mal, je trouve. Ok, maintenant je vais faire une chose que je suis même pas sûr de garder en fait, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Je vais me rajouter un sol, puis mettre une lumière rasante, voir si ça pourrait être intéressant. Alors, je me fais un sol ici, une nouvelle matière que je vais mettre très blanche. Là je l'ouvre, je la mets ici sur la couleur au max. Par défaut c'est un léger gris clair, hein. Là vraiment je veux très très blanc. Vous vous souvenez que j'ai une lumière qui est par dessous en contre-plongée, donc c'est pour ça que ça reste tout noir. Je vais me remettre une lumière maintenant ici, dans ma scène. Alors, hop, je vais la mettre, on a dit rasante, hein, comme ça, voilà. Donc là, on la voit presque pas. Pourquoi? Parce qu'elle porte pas d'ombre. Moi, ce qui m'intéresserait ici maintenant, c'est de lui faire porter une ombre qui soit vraiment des ombres nettes, en fait. Alors, faisons ça, Alt-R. Voilà. Alors, là, c'est ce que je me doutais, c'est assez intéressant l'ombre. Par contre, le gris me plaît un petit peu moins. On verra comment ça fonctionne. Puis là, la lumière est tout en haut. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je la voyais un petit peu ailleurs. Ouais, je pense que la caméra est de ce côté. Bon, on va essayer de changer. C'est ça l'intérêt du rendu
interactif ici. Hein. Puis au passage, comme c'est une lumière point, ben, on voit bien que l'ombre n'a pas le même angle partout, en fait. Hein. Donc ça peut être intéressant. Si je place la lumière ici, hein, on voit que vraiment ça fait des effets qui peuvent être assez cool. Bref, moi je vais me mettre comme ça ici. Et puis il faut quand même que je fasse un peu un rendu pour voir si c'est mieux ou moins bien. Alors je supprime la lumière, hop. Ouais, c'était pas mal avant quand même. C'était pas mal. Je vais essayer maintenant aussi avec cette lumière de diminuer son intensité. Hop, là il n'y a pas assez. Ouais, là c'est peut-être pas mal. C'est peut-être, c'est ça en fait. C'est peut-être d'obtenir quelque chose d'un. Voilà, là c'est assez bien. En tout cas, ça correspond à ce que je voulais faire à peu près. On a toujours notre animation là qui devrait fonctionner. Ce que j'aimerais bien tester aussi maintenant, c'est de positionner une caméra en fait dans notre scène, puis de faire en sorte que notre caméra, elle suive notre espèce de blob en fait, parce que là, tel quel en fait, notre caméra bouge pas, hein, puis on voit notre blob qui est comme ça. L'effet peut être pas mal, mais enfin bref, j'ai envie d'essayer ça. Alors, les caméras sont ici, hop, caméra, et puis je vais prendre une caméra de visée. Ça va me permettre d'avoir une cible en fait, hein, la visée, c'est la target en fait en anglais, la cible, et du coup la cible je vais la mettre comme enfant de mon objet ici pour que ça puisse le suivre en permanence. Alors comme tout à l'heure, il faut que je la sélectionne et puis que je la mette ici vraiment dirigée sur l'objet cible, voilà comme ça. Hein. La caméra elle-même, on la voit ici, voilà, elle est plus haut ici, elle est pas mal comme elle est tout en haut. On va lancer un play là pour voir si ça le fait à peu près, si la caméra le suit. Non, pas encore bien sûr, parce que je ne suis pas dans la caméra. Je clique là-dessus, voilà, et puis là, je vois la caméra. Puis maintenant, ce que j'ai envie, c'est de zoomer sur mon objet, en fait. Alors, caméra, distance focale, hop, là, on va vraiment zoomer assez à fond. Je vois que je ne suis pas centré sur mon objet, ici. Bah, ça doit être que ma cible, elle est simplement pas au bon endroit. Ah oui, et puis bien sûr, j'ai oublié de la mettre comme enfant de mon objet, donc il va falloir que je recommence ça. Je vais pour l'instant me mettre bien par-dessus, hop, comme ça, et puis la mettre comme enfant, de nouveau de mon autre qui bouge, et on va voir si ça marche. Ouais, c'est pas mal, ça fait un effet un petit peu inattendu là, avec les petits ronds qui se déplacent, enfin la caméra qui tourne en gros, hein. Mais ça pourrait bien le faire comme ça. Je vais me faire pour tester un ou deux rendus. Et puis ça correspond assez à ce que j'avais envie de faire là, avec la lumière que je pourrais peut-être un tout petit peu augmenter quand même, hop, comme ça. Je vais lancer le rendu et puis on regardera quand ce sera terminé. Voilà, là comme mon calcul allait beaucoup trop long et que j'avais pas le temps de le faire, j'ai changé d'avis. En fait, j'ai fait un calcul en déjà carré et en 300 pixels par 300, donc beaucoup plus petit que ce qui était prévu, mais en fait, il suffit ici de l'agrandir. Alors, évidemment que ce sera un peu pixelisé, mais on peut très bien se rendre compte de ce que ça fait. Puis là, ce qui me plaît pas du tout, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'objet il est au centre, que c'est les petites billes qui se déplacent. On n'a pas du tout l'effet escompté. Je pense que c'est vraiment une mauvaise piste. Ce que je vais faire plutôt ici, c'est partir sur une autre caméra avec un rendu isométrique en fait. Et puis la caméra sera fixe. Alors essayons ça. Je sors de ma caméra ici. Je m'en recrée une nouvelle. Une caméra, on va dire, normale, comme ça, hein, sans lui mettre de cible. Je clique sur la partie ici qui devient blanche, ça veut dire que je vois à travers la caméra maintenant. Et puis, je vais changer de type de caméra. Je vais mettre ici une caméra parallèle, en fait. Alors, une caméra parallèle, ça va être vraiment comme une caméra infinie. On voit que là, ici, du coup, tout est parallèle, hein, justement, un petit peu comme les rendus isométriques. Je vais mettre ici sur Play, et puis je vais essayer de me fixer jusqu'à ce que j'ai un truc qui me plaise à peu près, et puis qui prenne en compte le tout. Hein. Même là, je vais cliquer sur Stop. Regardez un petit peu, ouais, elle descend assez bien dans toutes les zones, un peu moins là, mais c'est pas très grave. Donc ici, ça me paraît plus intéressant. Et je pense que là, on s'approche du rendu final, en fait. Je vais garder ça. Je vais aller me faire un dernier rendu fixe pour voir. Mais là, je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais, puis on est plus près de l'objet. Ce sera plus intéressant. Voilà, je fais le dernier rendu et on fait le point tout à l'heure.
Voilà, le calcul est terminé. Il nous a quand même pris presque 1h06 de calcul à raison de 10 secondes par image, on le voit ici. Je vais me dire que ça me suffit, même si on pourrait peut-être corriger un petit peu. De nouveau, il vibre un petit peu trop à mon goût, mais on va s'arrêter là pour cette formation. J'ai quand même envie de vous montrer comment ça se passe après quand on le reprend dans After Effects. Ici, on est toujours dans Cinema 4D. Là, si je vais dans After Effects, que j'ouvre ma séquence, en fait, on voit bien que j'ai ici tous mes fichiers qui sont numérotés de 1 à 250, mais évidemment que dans After, ils ne vont pas arriver 250 fichiers séparés, quoi. Donc si je prends le premier ici, normalement, il doit pouvoir détecter que c'est une séquence TIFF. À quoi est-ce qu'il la reconnaît? C'est à la nomenclature ici, aux 4 zéros et au point TIFF. Donc il voit bien que c'est une séquence TIFF, je fais ici importer, on voit que vraiment c'est pas 250 images qui arrivent, mais ici comme une séquence. Si je glisse sur la composition, eh ben, il va me faire immédiatement une composition de la bonne durée, du bon format, etc. etc. Donc ici je retrouve ma séquence brute, et puis c'est là qu'alors ça va être intéressant, parce que je vais pouvoir appliquer tous les effets colorimétriques déjà que j'ai envie, pourquoi pas ici juste changer les couleurs, ou bien si j'ai envie de faire un effet un petit peu plus fort, il y a toujours l'effet colorama qui là est vraiment assez monstrueux, qui va marcher sur toute la séquence. Ici, l'effet colorama, en fait, il va transformer les couleurs dans ce jeu de palette là, avec des effets tout faits que je pourrais trouver comme ça, que je peux modifier moi-même à volonté. Bref, moisi, là, ça va pas être forcément très très bien. Voilà, solarisation rouge, là, c'est pas mal. Pour vous montrer un autre effet, peut-être dans esthétique, j'ai ici seuil aussi qui va pouvoir faire un effet assez drastique, un peu plus graphique. Bref, l'idée c'est vraiment de ne pas se priver, d'utiliser vraiment toute la panoplie d'After une fois qu'on a terminé de travailler dans ces 4D. Et même si, je dis une fois qu'on a terminé dans ces 4D, c'est même pas vrai, parce que si maintenant je me disais, ah ouais c'est bien, mais j'aimerais bien pouvoir remodifier ma séquence et la réimporter dans After, en fait il suffirait que je modifie dans ces cas des choses que je veux modifier, que je renvoie le rendu, et puis une fois le rendu fini, je retourne dans After, et puis je vais sur la séquence qui du coup aura été modifiée, mais After ne le sait pas encore. Je fais ici recharger le métrage, et puis une fois fait, il recharge la nouvelle séquence, de nouveau calculée, et ainsi de suite. Je peux comme ça vraiment passer d'un soft à l'autre très très facilement. Voilà, la formation s'arrête ici. J'espère que ça vous aura appris pas mal d'éléments autour du process entre After et Cinema 4D, et plus particulièrement autour des blobs, des métaballs et de MoGraph.